Bonjour à tous les deux. Merci de ce temps que vous me consacrez pour parler d'un certain nombre d'actualités autour de Capcode et de CapaSanté. Stéphane, tu es médecin épidémiologiste de formation et dirigeant, fondateur, cofondateur de CapaSanté et de Capcode. Adèle, tu es cofondateur de Capcode et tu as aussi travaillé à CapaSanté au départ et tu es ingénieur de formation, si je ne me trompe pas, avec un MBA d'école de commerce. Première question à toi, Stéphane. En tant que médecin et épidémiologiste, c'est le rêve cette période-là, même si c'est un cauchemar en termes de population, de confinement. Mais comment tu vis par rapport à cette connaissance de littérature des épidémies et comment tu vis ce moment-là? Oui, ben, j'imagine un peu que c'est comme les militaires et la guerre. Je ne sais pas si les militaires sont spécialement contents de faire la guerre. Donc, bien sûr qu'on n'est pas spécialement content d'assister à une épidémie pareille. Même si, effectivement, donc, elle dépasse par les scénarios qui étaient établis et par son ampleur, tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais ça met en lumière, effectivement, les méthodes des épidémiologistes et comment on essaye de collecter des données. Hein. L'épidémiologie, c'est toujours une histoire de données, de lieu et de temps. Donc, comment on va collecter des données, les traiter et surtout faire des prédictions dans le temps. Alors, on essaye de le faire du mieux possible, mais on voit bien qu'il y a toujours une grosse marge d'incertitude sur les modèles, mais c'est bien par rapport à ce qu'on observe, quelles vont être les évolutions dans le temps, que ce soit en courbe épidémique, que ce soit en nombre de nouveaux cas, que ce soit en termes de diffusion. Hein, on parle beaucoup de ce fameux R0, hein, qui est le nombre de contaminés par cas infecté. Et donc finalement, ça met en lumière des modèles qui sont assez anciens, qu'on connaît depuis longtemps, mais là qui trouvent vraiment une mise en application immédiate. Et voilà, donc on n'est pas spécialement content de vivre ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à vivre d'un point de vue purement scientifique, parce que les conséquences sont assez dramatiques quand même. Cette méthode du confinement, elle n'a pas été utilisée depuis quand? Dans des pays comme ça et dans des ampleurs comme ça n'a jamais été fait, mais dans Dans l'histoire, ouais, dans l'histoire, on retrouve c'est les Lazarets à Venise, hein, où on mettait les pestiférés sur des bateaux. Donc c'est le moment de ressortir les masques de la peste que les médecins avaient à l'époque, mais ça a été une des premières mesures sanitaires politiques qui étaient prises face aux épidémies, souvent avec des résultats. Mais là, c'était des confinements qui étaient militaires et forcés autour des villes, c'est-à-dire que personne n'entrait, personne ne sortait. Et souvent, c'était efficace. Voilà, donc finalement, c'est des vieilles méthodes qui ont été remises au goût du jour. Vous avez deux actualités par rapport, vous en avez sûrement plus, mais en tout cas deux actualités par rapport à cette période-là. La première, c'est le lancement d'une e-cohorte autour justement du suivi de cet état de santé de la population confinée. L'autre, c'est le lancement de la plateforme épilogue-covid.org. On va commencer peut-être par cette e-cohorte. C'est quoi l'objectif et qu'est-ce que vous allez faire avec cette e-cohorte? Ben, en fait, l'idée autour de cette e-cohorte qu'on a appelée Confin, c'est d'étudier cette période qui est totalement inédite de confinement. Voilà, dans l'histoire moderne, c'est la première fois que c'est réalisé sur toute la population. Voilà, donc il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas autour de ce confinement. C'est les impacts immédiats que ça peut avoir en termes de santé, vraiment sur la santé des individus, en termes de santé mentale. C'est des situations qui sont extrêmement anxiogènes. Et puis, effectivement, les gens qui étaient déjà un peu fragiles, ou c'est comment vont réagir les gens vis-à-vis de ça. On manque d'informations là-dessus par définition, puisqu'on n'a jamais été confronté à ça. Donc en termes de santé mentale, et puis à court, moyen et long terme,
quelles vont être les conséquences aussi de ce confinement. Ça, on n'en a aujourd'hui aucune idée. Donc, c'est très important d'avoir en ce moment même la constitution d'une cohorte pour pouvoir la suivre à moyen terme, croiser éventuellement avec les données du SMDS plus tard pour voir quels ont été les rebonds ou les pathologies émergentes. Donc c'est pour ça qu'on lance en collaboration avec l'INSERM cette cohorte, donc à travers un recrutement sur les réseaux sociaux, notamment pour amener les gens sur un site, remplir un premier questionnaire, puis un questionnaire hebdomadaire autour de la santé mentale et des questionnaires spécifiques. On se pose plein de questions aussi, par exemple sur la vaccination. Comment les gens vont évoluer sur le principe de la vaccination? Si demain on trouve un vaccin, est-ce que tout le monde se fait vacciner? Est-ce qu'il y aura encore des réticences? Tout ça va évoluer. Le paysage se modifie. Et donc, c'est tout ça qu'on veut étudier à travers cette cohorte. Vous avez lancé aussi la plateforme épilogue-covid.org. Adèle, tu peux nous en parler? Je crois que tu as beaucoup travaillé sur cette plateforme. C'est quoi cette plateforme et quel est l'objectif derrière? Oui, alors en effet, on a beaucoup travaillé en ce moment sur Epilogue. L'enjeu d'Epilogue, il est extrêmement simple. On l'a tous vu, on l'a tous perçu. Il y a un certain nombre de données publiques aujourd'hui qui sont disponibles sur le web qui sont assez importantes au niveau mondial, alors France en particulier, mais dans le monde. Et aujourd'hui, on a des dashboards dynamiques qui sont mis à disposition sur Taïwan, sur le monde en termes de nombre de cas, de nombre de décès, etc. Mais il y a une richesse d'informations, une richesse de données qui sont mises à disposition gratuitement sur le web, qui aujourd'hui sont un peu disparates, elles sont un peu partout. Donc on est parti de ce concept-là, de cette difficulté qu'on pouvait avoir en tant que chercheur ou en tant que citoyen sur l'information à travers Internet autour du Covid-19, et on a constitué un consortium aujourd'hui qui a des partenaires un peu multiples autour de l'idée de créer cette plateforme Epilogue avec l'objectif à la fois de cartographier l'ensemble des données aujourd'hui qui sont disponibles et validées sur Internet, à la fois d'ajouter notre expertise analyse des réseaux sociaux et de mettre à disposition ces données-là, et enfin de pouvoir essayer de faire une cartographie des fake news et avoir des projets de recherche autour de l'identification de ces problématiques. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'INSERM, on travaille avec le Centre de recherche des Cordeliers, Pensée Carrère, Datacraft, Tech2Med, le master marketing pharma de Châtenay-Malabry, enfin un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont autour de cette initiative-là et qui au jour le jour nous aident à diffuser cette information-là, à mettre à disposition ces données-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment on travaille avec Microsoft sur la constitution d'une base de données regroupant à la fois les données épidémiologiques, donc le nombre de cas dans le monde, les tweets France et Monde qui sont disponibles autour du Covid et les 45 000, ou si ce n'est un peu plus, publications scientifiques qui sont disponibles aujourd'hui en open data. D'accord. Et quels enseignements vous avez là? Ça fait 2 semaines, je pense, que la plateforme a été lancée. Vous avez déjà lancé une deuxième version. Il y a il y a une application sur iOS aussi pour pouvoir y accéder. Quels ont été les grands enseignements? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties? Qu'est-ce que vous avez appris avec cette plateforme? Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et c'est un peu la philosophie de la plateforme, c'est de pouvoir croiser ces données de perception très qualitatives au travers des réseaux sociaux versus ces données quantitatives via les données épidémiologiques. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est de comprendre la variation des perceptions vis-à-vis d'informations plus médicales, plus centralisées. Si on voit quelque chose de concret en ce moment sur lequel on travaille, c'est la perception aujourd'hui du confinement par les citoyens français, avant et après. On essaie d'évaluer est-ce que cette perception a été modifiée. Ça, les réseaux sociaux sont extrêmement intéressants. Et de voir est-ce que ces politiques publiques d'envergure qui n'ont jamais été menées à cette échelle-là amènent, comme le disait Stéphane autour de l'ECOR, des interrogations, des difficultés, voire dans certains cas des remises en question de la politique publique. Et l'enjeu d'Epilogue, c'est à la fois de pouvoir mettre en lien ces informations très qualitatives avec des données très quantitatives issues de l'épidémiologie.
D'accord? Vous êtes des experts de la data, vous êtes des experts à la fois de la donnée en vie réelle. Vous avez même d'ailleurs développé une solution de wearable dans le domaine de l'asthme pour capter de la donnée vie réelle. Vous êtes des experts de l'open data. Quel regard vous avez sur la place de la donnée dans la gestion de cette pandémie? Bah, je crois que c'est central. Voilà, ça l'est déjà dans beaucoup de choses, mais finalement, c'est cette donnée-là qui permet d'éclairer les décisions de santé publique. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la real world evidence, donc qui est vraiment le fait d'avoir des données du monde réel pour pouvoir prendre des décisions. Et donc là, effectivement, la décision du déconfinement, elle peut se baser sur un pourcentage de la population qui est immunisée, chez qui on a des tests sérologiques, on a détecté les anticorps. Tout est centralisé autour de la donnée, et ça montre aussi la difficulté qu'on peut avoir à trouver des données de qualité dans laquelle on peut avoir confiance, et surtout comment construire les systèmes d'indicateurs pour pouvoir prendre des décisions fondées. Là, je pense qu'on est, tu vois, par exemple, sur l'évaluation du pourcentage de la population immunisée, on voit la difficulté qu'on a à produire les tests, donc à produire une donnée de qualité. Donc oui, non, c'est absolument central dans cette épidémie et dans la gestion des maladies chroniques par ailleurs. On parle d'ailleurs aujourd'hui dans un article d'une intelligence artificielle qui déciderait un petit peu ou schématiserait ce déconfinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut le faire par tranche d'âge? Est-ce qu'il faut le faire par période ou par localisation? Oui, bah, je pense que tous les scénarios sont étudiés. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement de l'intelligence artificielle qui pourra décider du déconfinement, mais plus des modèles, plus tout ce qu'on a appris quand même d'autres épidémies. Voilà, mais je pense qu'effectivement, ce sera un déconfinement progressif euh, par zone, effectivement, je pense, par zone géographique, peut-être par classe d'âge. Euh, Quoique, enfin, même remettre les enfants à l'école, ça paraît compliqué. C'est quand même des vecteurs euh, de transmission importantes. Et puis surtout, moi, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Euh, et qu'il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres épisodes de confinement. Et en tout cas, cette menace-là, voilà, on va vraiment avoir à vivre avec, à adapter nos comportements sociaux, médicaux vis-à-vis de cette menace-là qui pourra revenir. Alors, dans le cadre du Covid, ce sera peut-être effectivement saisonnier, ça reviendra peut-être d'année en année, en attendant qu'on ait un vaccin qui permette de juguler tout ça. Mais je pense que ça va faire partie des joies du XXIe siècle et du futur. Dernière question avant de vous libérer, question à chacun. Tu en parlais. Depuis qu'on est confiné, les usages digitaux ont complètement changé, à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans nos vies en général, le télétravail, l'éducation à distance. Il y a beaucoup de loisirs, voire même la vie sociale et les apéros virtuels. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire, c'est un game changer dans le digital en santé? Comment vous voyez le monde d'après dans le domaine de la santé digitale? Adèle, peut-être tu commences. Je pense qu'en effet, les chiffres sont assez implacables. Si on voit l'usage de la télémédecine, par exemple, aujourd'hui, ça a été un coup de boost extrêmement exponentiel autour de cet usage-là. Et aujourd'hui, avec la démultiplication des données, le fait qu'on ait cet impact sociologique, comme le disait Stéphane, sur le fait d'apprendre à vivre avec ces difficultés-là, à travailler à distance, etc., ça va forcément avoir un impact important sur la manière de collaborer, la manière de travailler, la prise en charge de la donnée et même la prise en charge des patients. Et je refais la boucle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pareil, on va avoir toute une réflexion au long terme sur comment on intègre, au-delà de la télémédecine, comment on intègre des données issues d'objets connectés, comment on intègre des nouvelles sources de données qui nous permettent de prendre en charge de manière plus optimale le patient au sens large. Et en effet, on le voit d'un point de vue social,
les e-apéros, on en aurait parlé il y a 2 mois, je pense que tout le monde se serait bien marré, mais aujourd'hui, c'est le quotidien de pas mal de Français. Le télétravail, nous, chez Capcom, on a dû s'organiser assez rapidement dans un temps record pour pouvoir tous être en capacité de télétravailler. Et c'est assez fou comment l'humain arrive à s'adapter à des choses qui dépassent ses capacités. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le digital en santé fait sa preuve de son utilité dans un moment extrêmement compliqué et va pouvoir ouvrir les portes à une démocratisation de ce type d'usage dans le numérique en santé. Oui, bah j'adhère totalement à ce que vient de dire Adèle. Effectivement, c'est un changement extrêmement violent et extrêmement rapide. Effectivement, c'est étonnant de voir comment les gens s'adaptent très rapidement. Moi, je vais citer ma fille, Cristal, qui regarde des films sur son ordinateur avec ses copines en FaceTime. À côté, il y a 2 écrans. Il y a les copines en FaceTime et le film pour voir les réactions de chacune. Je trouve ça extraordinaire. Après, il y a quand même aussi, ça change les pratiques, les usages, mais je pense aussi que ça accentue beaucoup les inégalités et la fracture numérique. On en a parlé longtemps, mais là, effectivement, je pense à tous les gens qui ne maîtrisent pas ces outils, qui sont finalement totalement exclus. Donc je pense qu'il ne faudra pas laisser non plus ces gens-là au bord du chemin, même si, effectivement, là, beaucoup de choses se sont imposées. La téléconsultation médicale, elle a totalement explosé et il aura fallu cette crise pour que ça puisse s'imposer, et puis d'autres usages dont on parlait, mais probablement encore plein d'autres qui vont être accélérés par cette épreuve qu'on vit aujourd'hui. Comme quoi, finalement, ça fait des années qu'on évangélise et qu'on essaye de faire avancer. Ça n'avançait pas et il faut être dans l'obligation, la crise et l'urgence pour arriver à le faire. C'est peut-être la leçon qu'on retiendra de cette période-là. En tout cas, j'espère que pour les prochaines avancées, on n'attendra pas les prochaines crises. Tout à fait. Un point positif à retenir de toute cette aventure-là, c'est qu'effectivement, ça aura accéléré des usages numériques que tu prônais depuis longtemps, qu'on a aussi pris notre part dans l'évangélisation au niveau de la santé de ces pratiques-là. Mais ça s'accélère effectivement. Stéphane, Adèle, merci beaucoup. Merci de votre temps. Et puis, en tout cas, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, à très bientôt, j'espère, dans la vraie vie. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup.